3 filles disparurent de la société durant l'été 1852. Leur père, l'un des hommes les plus riches de Géorgie, expliqua aux voisins qu'elles étaient tombées malades et qu'elles avaient besoin d'un isolement total. Pendant 11 mois, personne ne les vit. Lorsqu'un nouveau shérif arriva dans le comté et commença à poser des questions, il découvrit quelque chose qui souleva le cœur même des hommes de loi les plus endurcis. Ce qu'Edmund Rutledge avait fait à ses propres filles, au nom de la préservation de son héritage, allait devenir l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire de la Géorgie. Une expérience calculée, mêlant fausses promesses, abus systématiques et une conspiration s'étendant jusqu'à la capitale de l'État. Avant de poursuivre l'histoire d'Edmund Rutledge et de ce qui s'est réellement passé derrière les portes verrouillées de la plantation Clearwater, je dois vous demander quelque chose. Abonnez-vous dès maintenant, car des histoires comme celle-ci, des histoires vraies que l'histoire a tenté d'enterrer, sont trop rarement racontées. Et laissez un commentaire en indiquant l'État ou la ville d'où vous écoutez. Je veux savoir d'où vient mon public. Chaque région possède ses propres secrets enfouis, et vos commentaires m'aident à décider quelles histoires dévoiler ensuite. Revenons maintenant à l'endroit où ce cauchemar a véritablement commencé. Dans une salle de bal d'un hôtel d'Atlanta, où des hommes ambitieux se réunissaient pour discuter de l'avenir de l'agriculture du Sud, les graines de l'horreur sont souvent semées dans des lieux qui paraissent parfaitement respectables. Le printemps 1852 apporta des pluies inhabituelles dans le centre de la Géorgie, transformant les routes de terre rouge en rivières de boue et retardant la plantation du coton de près de 3 semaines. Pour la plupart des planteurs, cela signifiait anxiété et calculs financiers s'étirant sur de longues soirées. Pour Edmund Rutledge, cela représenta une opportunité de se rendre à Atlanta pour la Convention agricole du Sud, un rassemblement annuel où propriétaires de plantations, scientifiques agricoles et hommes d'affaires se retrouvaient pour discuter d'innovation en matière de culture, de rotation des récoltes et de gestion de la main-d'œuvre. Edmund avait bâti sa fortune par le calcul plutôt que par l'héritage. Contrairement à de nombreux aristocrates des plantations qui avaient reçu leurs terres et leurs esclaves par lignée familiale, il avait commencé avec une modeste exploitation cotonnière héritée d'un oncle éloigné, qu'il transforma en l'une des entreprises les plus rentables du comté de Hancock. En 1852, sa plantation, appelée Clearwater, du nom du ruisseau alimenté par une source qui longeait sa frontière orientale, s'étendait sur près de 2000 acres et comptait 87 personnes réduites en esclavage. Son coton se vendait à prix fort à Savannah. Son crédit était irréprochable dans toutes les banques entre Augusta et Macon, et son nom avait du poids à l'Assemblée législative de l'État, où il avait siégé 2 mandats avant de refuser un 3e pour se consacrer à ses affaires agricoles. Il avait 46 ans ce printemps-là, veuf depuis 3 ans. Sa femme, Anne, était morte de la tuberculose à l'hiver 1849, le laissant avec 3 filles et aucun héritier mâle. Cette absence le hantait avec une urgence croissante. Selon la loi géorgienne, son domaine serait divisé entre ses filles à sa mort, se fragmentant probablement en une génération lorsque celles-ci se marieraient et que leurs maris revendiqueraient des parts. Le nom Rutledge disparaîtrait, absorbé par d'autres familles, d'autres lignées. Catherine, l'aînée, âgée de 22 ans, avait hérité de la dignité silencieuse de sa mère et de son amour de la littérature. Elle passait des heures dans la bibliothèque de la plantation à lire des romans qu'Edmund jugeait frivoles, mais qu'il autorisait néanmoins. Margaret, 20 ans, possédait l'esprit mathématique aiguisé de son père et l'aidait souvent à examiner les comptes de la plantation, démontrant une aptitude presque masculine pour les affaires, qui l'impressionnait autant qu'elle l'inquiétait. Elisabeth, à peine âgée de 18 ans, montrait un talent pour la peinture et passait de longs après-midi à capturer le paysage géorgien à l'aquarelle, son chevalet installé près du ruisseau. Toutes 3 avaient reçu une éducation exceptionnelle pour des femmes du Sud. Français, mathématiques, histoire, musique. Edmund avait engagé un précepteur venu de Charleston, qui vivait dans un cottage sur la propriété et dispensait des leçons quotidiennes. Dans l'esprit d'Edmund, cette éducation avait un but allant bien au-delà de l'accomplissement personnel. Il les préparait à des mariages stratégiques avec des hommes capables d'élargir son réseau commercial, voire de consolider des plantations voisines par alliance. Mais la Convention d'Atlanta introduisit un concept qui bouleversa complètement sa façon de penser. La salle de bal du Grand Hôtel scintillait de lustre le soir du 23 avril 1852. Près de 200 hommes en costume noir remplissèrent l'espace.
leur conversation formant un grondement sourd, ponctué par le tintement des verres de whisky et des éclats de rire occasionnels. Edmund se tenait près de la table des rafraîchissements, écoutant à moitié une discussion sur de nouvelles égreneuses à coton, lorsqu'une voix provenant de l'estrade perça le brouhaha. « Messieurs, si je puis attirer votre attention, notre prochain intervenant nous vient du College of Charleston, où il a étudié la science émergente de l'hérédité et ses applications à l'élevage agricole. L'orateur était le docteur Nathaniel Pitton, un homme mince aux lunettes cerclées de fils de fer, animé d'un enthousiasme frôlant la manie. Pendant 40 minutes, il exposa des concepts appris auprès de scientifiques européens. Lignée de sang, traits héréditaires, sélection. Il parla de bovins et de chevaux, expliquant comment des accouplements soigneusement choisis produisaient une descendance plus forte, de meilleurs travailleurs, des animaux plus efficaces. Les principes qui gouvernent le bétail, déclara le docteur Péton, la voix vibrante de conviction, s'appliquent également à toutes les créatures de Dieu. La force engendre la force. L'intelligence engendre l'intelligence. Un fermier qui comprend ces principes peut, en une seule génération, révolutionner son exploitation. Edmund écoutait avec une intensité croissante. Autour de lui, certains hommes hochèrent la tête pensivement, tandis que d'autres se tortillaient, mal à l'aise. Les implications flottaient dans l'air, non dites. Tous ceux présents comprenaient ce que signifiaient réellement toutes les créatures de Dieu. Après la conférence, Edmund aborda le docteur Péton au bar. Ils parlèrent plus d'une heure. Edmund posait des questions précises sur les traits héréditaires, la science de la sélection, les résultats documentés. Péton, flatté par l'attention et échauffé par le bourbon, en révéla davantage qu'il ne l'aurait fait à jeun. Il évoqua des propriétaires de plantations en Caroline du Sud qui expérimentèrent des accouplements sélectifs d'esclaves pour produire des travailleurs plus robustes. Il mentionna un planteur près de Charleston qui, sur 15 ans, avait créé ce qu'il appelait une main-d'œuvre spécialisée grâce à des programmes d'élevage rigoureux. La clé, dit Péton en se penchant, la laine chargée d'alcool, c'est de contrôler chaque variable. On ne peut pas laisser ces choses au hasard, aux unions aléatoires. Il faut penser comme un scientifique, comme un éleveur de chevaux. Identifier ses meilleurs spécimens et créer des combinaisons délibérées. Edmund absorba chaque mot. Son esprit calculait déjà. Mais la déclaration suivante de Péton le frappa avec une force particulière. Bien sûr, l'expérience ultime impliquerait un croisement de lignées distinctes. Certains appellent à cela la vigueur hybride. Combiner des lignées différentes pour capter le meilleur de chacune. Théoriquement, cela pourrait produire des résultats exceptionnels. Mais une telle expérience exigerait de la discrétion. Edmund comprit. L'idée prenait déjà forme, audacieuse et terrible. Il rentra à Clearwater le 27 avril, l'esprit en ébullition. Les pluies printanières avaient cessé et les travailleurs plantaient à des rythmes prolongés pour rattraper le retard. Il traversa les champs à cheval, sur sa jument grise, observant le labeur avec un regard nouveau, évaluant chaque personne non seulement pour sa productivité actuelle, mais pour sa contribution potentielle à un dessein plus vaste. Son attention se fixa sur Samuel. Samuel mesurait 1,90 m, une taille exceptionnelle pour un homme de cette époque. Il avait 31 ans, né sur la plantation Rutledge, fils de travailleurs achetés par l'oncle d'Edmund en 1819. Contrairement à beaucoup d'hommes réduits en esclavage, volontairement maintenus dans l'ignorance, Samuel avait appris à lire. Edmund soupçonnait que cela venait de sa mère, qui travaillait dans la maison principale et avait peut-être appris les lettres à partir de journaux abandonnés. Samuel ne se vantait jamais de cette capacité, ne donnait jamais à Edmund une raison de le punir pour cela. Mais Edmund l'avait vu lire les avis affichés dans la cour centrale de la plantation, ses yeux parcourant les mots avec une compréhension évidente. Au-delà de l'alphabétisation, Samuel possédait une intelligence qui se manifestait de façon pratique. Il comprenait instinctivement la rotation des cultures, pouvait prédire la météo avec une précision troublante et avait un jour redessiné le système d'irrigation de la plantation pour capter davantage d'eau du ruisseau. Il travaillait avec une efficacité constante, sans jamais se dérober, mais sans non plus afficher l'énergie désespérée de ceux qui cherchaient à gagner les faveurs du maître. Il était réservé, digne d'une manière qu'Edmund trouvait à la fois utile et vaguement menaçante. Samuel n'était pas marié, un choix délibéré qu'Edmund avait fait des années auparavant. Alors que la plupart des planteurs encouragèrent les mariages entre esclaves pour accroître naturellement leur main-d'œuvre, Edmund avait maintenu Samuel à l'écart, pressentant que sa valeur résidait dans son caractère exceptionnel,
plutôt que dans la production d'une descendance moyenne avec des femmes ordinaires. À présent, observant Samuel travailler parmi 2 douzaines d'autres, Edmund le voyait autrement. Il voyait du potentiel. Il voyait une expérience capable d'assurer l'héritage des Rutledge pour des générations. Le plan prit forme au fil des semaines suivantes. Edmund passait de longues soirées dans son bureau, la porte verrouillée, griffonnant calculs et notes dans un journal de cuir qu'il dissimulait dans le faux fond de son bureau. Il n'y écrivait pas des rendements de coton ni des prix du marché. Il concevait quelque chose d'inédit, un programme de reproduction systématique qui lierait les enfants de ses filles à la plantation par le sang, créant une main-d'œuvre métisse incapable de s'intégrer pleinement ni à la société blanche ni à la société noire, et qui n'aurait d'autre choix que de rester à Clearwater. Le génie du plan, dans l'esprit d'Edmund, résidait dans sa permanence. Ses futurs petits-enfants porteraient le sang des Rutledge, tout en étant exclus de l'héritage légal. Ils seraient liés à la terre par la biologie et par la loi, incapables de revendiquer des droits en tant qu'héritiers, mais impossibles à séparer de l'entreprise familiale. Edmund les contrôlerait absolument, et il serait conçu pour l'intelligence et la force, combinant la puissance physique et l'acuité mentale de Samuel avec la lignée des Rutledge. Mais le plan exigeait plus qu'une simple reproduction forcée. Il nécessitait un cadre de justification, un récit capable de protéger Edmund du scandale pendant qu'il poursuivait son expérience. Il lui fallait la coopération, ou au minimum le silence, de personnes influentes. Le 15 mai, Edmund invita le juge Horus Ketchum à dîner à Clearwater. Ketchum avait 71 ans, une figure incontournable du système judiciaire du comté de Hancock depuis 40 ans. Il avait supervisé des litiges fonciers, des affaires d'héritage, des procès criminels. Il s'était également enrichi grâce à des investissements stratégiques dans des plantations, notamment un partenariat discret dans l'exploitation d'Edmund. Ketchum n'avait ni enfant ni famille proche. Sa loyauté allait à ceux qui servaient ses intérêts financiers. Ils dînèrent de canards rôtis et de pommes de terre, servis par des esclaves domestiques qui se déplaçaient silencieusement autour de la longue table en acajou de la salle à manger. Edmund attendit la fin du repas, lorsqu'ils se furent retirés dans le bureau avec du brandy, avant d'introduire son idée. Il la présenta avec soin, l'encadrant comme une question juridique plutôt que morale. « Juge, j'ai étudié récemment des affaires concernant l'héritage des personnes de sang mêlé. Un terrain juridique intéressant, vous ne trouvez pas ?» Ketchum fit tourner son brandy, le visage impassible. Intéressant, en effet, mais aussi parfaitement établi. Les enfants métis n'ont aucun droit légal à hériter de biens provenant de parents blancs. La loi est claire. Précisément, répondit Edmund, ce qui crée une opportunité intéressante. Si un homme produisait des descendants n'ayant aucun droit légal sur son domaine, mais néanmoins liés à celui-ci par le sang, il pourrait créer une main-d'œuvre permanente, incapable de partir, de revendiquer une propriété ou de fragmenter le domaine par mariage ou par vente. Les sourcils de Ketchum se levèrent légèrement. Il comprenait désormais. « Vous parlez théoriquement, bien sûr. »« Bien sûr, » répondit Edmund. « Mais je me demande, si un tel arrangement existait, la loi le protégerait-elle? Les participants seraient-ils à l'abri de poursuites ou de conséquences sociales ?» Le juge resta silencieux un long moment, pesant visiblement les implications juridiques. Enfin, il répondit avec une précision mesurée. La loi de Géorgie interdit les relations sexuelles entre blancs et noirs. Toutefois, une poursuite nécessite des preuves, des témoins, et surtout, un plaignant disposé à porter plainte. Si un tel arrangement était mené en privé, sur une propriété privée, sans plainte extérieure, et si certaines précautions étaient prises dans la manière dont les faits sont documentés, alors, légalement parlant, aucun crime ne pourrait être poursuivi. Edmund se pencha en avant. Quelles précautions? Une trace écrite suggérant autre chose qu'un consentement volontaire de la partie blanche, des documents indiquant une contrainte exercée par la partie noire, des déclarations sous serment décrivant une attaque ou une agression ayant entraîné des conséquences regrettables. Une telle documentation protégerait la réputation de toute femme blanche impliquée et criminaliserait l'homme noir, si des questions venaient à se poser. Le pouls d'Edmund s'accéléra. Le juge venait de tracer le cadre juridique de son plan. Et si l'homme noir en question se voyait promettre la liberté en échange de sa coopération? Le sourire de Ketchum était mince et glacial. Les promesses faites aux esclaves n'ont aucune valeur légale. Elles peuvent être honorées ou rompues à la discrétion du maître. Un homme avisé pourrait agiter de telles promesses
pour obtenir une coopération, puis les révoquer une fois leur utilité épuisée. L'esclave n'aurait absolument aucun recours. Ils parlèrent encore 1 heure. Edmund révélant davantage de détails, Ketchum conseillant sur les protections juridiques et les stratégies de documentation. Lorsque le juge quitta Clearwater ce soir-là, Edmund avait plus que des conseils. Il avait un co-conspirateur, quelqu'un disposant de l'autorité légale nécessaire pour protéger l'expérience de toute interférence. Mais Edmund avait besoin de plus qu'une couverture juridique. Il lui fallait une caution médicale. Un médecin qui certifierait la santé des participants et attesterait du récit qu'Edmund construirait. Quelqu'un qui ne poserait pas de questions embarrassantes. Le docteur Leonard Strickland était le médecin de la plantation Clearwater depuis 6 ans, engagé par Edmund à Augusta après que le précédent médecin fut mort du typhus. Strickland avait 42 ans, suffisamment compétent pour traiter les affaires médicales courantes, mais sans éclat particulier. Il était aussi profondément endetté. Edmund l'avait appris par des enquêtes discrètes, pertes au jeu et mauvais investissements l'avaient laissé redevable de sommes importantes à plusieurs créanciers de Macon. Le 22 mai, Edmund convoqua Strickland à la plantation sous prétexte d'examiner la santé de la main-d'œuvre asservie. Après avoir examiné plusieurs travailleurs dans les quartiers du contremaître, Edmund l'invita à déjeuner dans la maison principale. La conversation débuta par des sujets médicaux anodins, caressant de dysenterie, efficacité de la quinine contre la fièvre, blessures courantes chez les ouvriers des champs. Puis Edmund aborda un terrain plus délicat. « Docteur, j'ai une proposition susceptible de vous intéresser, une proposition qui pourrait améliorer considérablement votre situation financière. » L'expression de Strickland se fit prudente. « Je vous écoute. » Edmund expliqua qu'il planifiait ce qu'il appelait un programme de reproduction destiné à améliorer sa main-d'œuvre. Des accouplements soigneusement sélectionnés pour produire des travailleurs plus forts et plus intelligents. Il avait besoin d'une documentation médicale complète, examen de santé, suivi des grossesses, registre de naissance. Il offrit à Strickland 500 $ par an en plus de ses honoraires habituels, une fortune pour un médecin rural, en échange d'une discrétion et d'une coopération totale. Strickland assimila l'offre, son malaise visible mais maîtrisé. « Vous parlez d'accouplement arrangé entre vos esclaves. »« Entre autres, » répondit Edmund prudemment. « Le programme inclura mes filles. » Le silence qui suivit fut écrasant. Strickland posa sa fourchette, le visage livide. « Monsieur Rutledge, ce que vous suggérez... »« Je ne suggère rien d'illégal, » l'interrompit Edmund. « Je propose un programme rigoureusement surveillé visant à produire une descendance saine, destinée à rester définitivement sur cette plantation. Vous documenterez tout exactement comme je l'indiquerai. En retour, vos dettes disparaîtront, intégralement réglées d'ici la fin de l'année. Vous continuerez à percevoir une rémunération généreuse, et vous ne parlerez jamais de tout cela à qui que ce soit. » Les mains de Strickland tremblèrent légèrement. Il était piégé. Edmund le savait, et Strickland aussi. Les dettes l'écrasaient, et cette offre représentait non seulement un soulagement, mais une survie. « Et vos filles » demanda-t-il doucement. « Que savent-elles de tout cela ?»« Cela, » répondit Edmund, « relève de ma responsabilité, pas de la vôtre. La vôtre consiste à fournir des soins médicaux et une documentation, rien de plus. » 3 jours plus tard, Strickland fit savoir qu'il acceptait l'arrangement. Edmund disposait désormais de son bouclier juridique et de son complice médical. L'infrastructure était en place. Il ne restait plus qu'à informer ses filles du rôle qu'elles joueraient dans sa grande expérience. Edmund choisit un dimanche soir du début juin pour réunir ses filles dans le salon. L'été était arrivé avec une chaleur oppressante, et malgré les fenêtres ouvertes, la pièce semblait étouffante. Catherine, Margaret et Elizabeth étaient assises sur le canapé de velours, leur visage reflétant une curiosité mêlée d'appréhension. Leur père convoquait rarement des réunions familiales formelles. Il se tenait devant la cheminée, bien qu'aucun feu n'y brûlât sous la chaleur estivale. Les mains croisées derrière le dos, dans une posture qu'elle reconnaissait depuis l'enfance, celle qu'il adoptait lorsqu'il prononçait des décisions sans appel. « J'ai pris des décisions concernant l'avenir de cette famille, » commença-t-il. « Des décisions qui garantiront que le nom des Rutledge et cette plantation resteront intacts pendant des générations. » Les filles échangèrent des regards. Elizabeth, la plus jeune, joignit les mains sur ses genoux, geste d'anticipation nerveuse. Edmund poursuivit, la voix ferme et autoritaire. « Vous savez que je n'ai pas de fils, pas d'héritier masculin pour hériter de Clearwater. Selon la loi actuelle, à ma mort, ce domaine sera divisé entre vous.
et par vos mariages, il se fragmentera entre d'autres familles. L'héritage des Rutledge disparaîtra en une seule génération. Père, dit doucement Catherine, nous comprenons votre inquiétude, mais il existe sûrement des arrangements. J'ai trouvé une solution, l'interrompit Edmund. Une manière de créer des héritiers liés à cette terre de façon permanente qui ne pourront jamais revendiquer la propriété, mais qui ne pourront jamais partir. Une main-d'œuvre d'une qualité exceptionnelle, combinant les meilleurs attributs de notre lignée avec des traits soigneusement sélectionnés parmi notre force de travail. La pièce devint glaciale. Margaret fut la première à comprendre, le visage soudain vidé de toute couleur. « Père, qu'est-ce que vous proposez exactement ?» Edmund exposa son projet avec la précision clinique d'un plan d'affaires. Chaque fille devrait avoir des enfants avec Samuel, son esclave le plus fort et le plus intelligent. Ces enfants seraient élevés à Clearwater, suffisamment instruits pour gérer des tâches complexes, mais maintenus dans un état de servitude légale. Ils formeraient le noyau d'une main-d'œuvre permanente et sophistiquée qui ne pourrait jamais être vendue ni perdue par le mariage. Les filles seraient prises en charge pendant leur grossesse, suivies par le docteur Strickland, puis reprendraient leur vie normale. Les enfants seraient élevés principalement par des nourrices esclaves, les filles conservant le degré d'implication maternelle qu'elles choisiraient. « C'est de la folie, » murmura Catherine. « Tu ne peux pas... »« Je peux, et je le ferai, » répondit Edmund froidement. « Vous coopérerez avec ce plan, où vous vous retrouverez sans foyer, sans héritage, sans aucun moyen de subsistance. Je vous rayerai entièrement de mon testament, et vous serez envoyé loin d'ici, sans rien. Aucune famille respectable ne vous accueillera une fois que j'aurai fait connaître votre désobéissance. » Élisabeth se mit à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Margaret resta raide, la mâchoire crispée. Catherine fixa son père comme si elle le voyait pour la première fois, reconnaissant un étranger dans des traits familiers. « Et Samuel » demanda Margaret d'une voix creuse. « A-t-il le choix » L'expression d'Edmund se durcit. « Samuel était ma propriété. Il fera ce que je lui ordonne. On lui promettra sa liberté et des terres une fois les enfants nés et sevrés. Je pense que cette promesse garantira sa coopération. »« Tu lui mens, » dit Margaret. « Tu n'as aucune intention de le libérer. » Edmund ne le nia pas. « Ce que je promets à un esclave me regarde. Votre devoir est envers cette famille. » La réunion dura encore 1 heure. Catherine tenta de raisonner son père. Margaret proféra des menaces à peine voilées de prévenir les autorités. Élisabeth ne fit que pleurer. Edmund répondit à chaque objection par une logique glaciale et des ultimatums. Il avait anticipé chaque argument, préparé chaque réponse. Il leur rappela qu'elles étaient des femmes non mariées sans ressources propres, que leur réputation serait détruite si elles lui désobéissaient, et qu'aucun tribunal de Géorgie ne prendrait le parti de filles contre un père de son rang. Enfin, il prononça sa conclusion. « Vous avez 1 semaine pour accepter ce plan volontairement. Si vous refusez, je vous ferai déclarer toutes les 3 mentalement inaptes et le juge Ketchum vous fera interner à l'asile d'État de Milledgeville où vous passerez le reste de votre vie. J'ai déjà discuté de cette option avec lui et il m'a assuré que les documents peuvent être établis en 1 seule journée. » Sur ces mots, il les laissa dans le salon, leur avenir scellé, toute autonomie arrachée. Le lendemain matin, Edmund convoqua Samuel dans son bureau. Samuel entra avec la fatigue résignée de tout esclave appelé devant son maître. Il resta près de la porte, respectueux, mais non servile, attendant. Edmund lui désigna une chaise. « Assieds-toi. » Samuel obéit, la confusion visible dans son regard. Les esclaves n'étaient jamais invités à s'asseoir dans le bureau du maître. « J'ai une proposition à te faire, » commença Edmund. « Une proposition qui pourrait assurer ta liberté et ton avenir. » Pendant 30 minutes, Edmund exposa son plan, ponctué d'omissions stratégiques et de mensonges calculés. Il expliqua que ses filles devaient avoir des enfants pour préserver l'héritage familial et qu'il voulait que ces enfants possèdent des qualités exceptionnelles. Intelligence, force, capacité. Il dit à Samuel qu'il avait été choisi parce qu'il était le meilleur travailleur de la plantation, un homme intelligent et de caractère solide. En échange de sa participation, il recevrait ses papiers d'affranchissement après la naissance des enfants, ainsi que 20 acres de terre près de la frontière du Tennessee et $500 pour commencer une nouvelle vie. Samuel écouta, abasourdi. L'offre semblait impossible, trop généreuse, mais le visage du maître n'exprimait qu'une sincérité étudiée. « Pourquoi moi ?» demanda enfin Samuel.
Parce que tu es exceptionnel, répondit Edmund, et parce que je veux que mes petits-enfants le soient aussi. Tu seras bien traité pendant toute cette période. Tu vivras dans de meilleurs quartiers, tu mangeras mieux, et quand tout sera terminé, tu seras un homme libre avec ta propre terre. Tout sera documenté légalement. L'esprit de Samuel s'emballa. La liberté, la terre, une vie hors de la servitude. La promesse l'attirait avec une force presque irrésistible, mais un doute persistait. Pourquoi un homme comme Edmund Rutledge libérerait-il réellement son esclave le plus précieux? Et vos filles? Demanda Samuel avec prudence. Elles sont d'accord, répondit Edmund, le mensonge fluide et maîtrisé. Elles comprennent leur devoir envers la famille. Elles participent volontairement à la sauvegarde de l'avenir des Rutledge. Samuel voulut y croire. L'alternative, qu'Edmund impose une telle chose par la force, lui semblait trop monstrueuse, même pour un maître d'esclaves. Et la promesse de liberté brillait si intensément qu'elle brûla ses instincts de prudence. « Et si je refuse ?» demanda Samuel. L'expression d'Edmund s'assombrit. « Alors je te vendrai à une plantation de riz dans les régions côtières, où tu travailleras jusqu'à la taille dans des marais infestés de fièvre, jusqu'à ce que la malaria ou l'épuisement te tue, ce qui prend généralement moins de 5 ans. Ce n'était pas un choix. » Samuel hocha lentement la tête. « J'accepte. » Edmund sourit et sortit un document. Une sorte de contrat, juridiquement sans valeur puisque les esclaves ne pouvaient conclure de contrat, mais qui détaillait toutes les promesses faites. Liberté, terre, argent. Samuel signa son nom avec des lettres soigneusement tracées. Ce qu'il ignorait, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'Edmund avait déjà rédigé un second ensemble de documents, des papiers qui déclareraient Samuel fugitif s'il tentait jamais de quitter Clearwater, qui l'accuserait d'avoir agressé les filles Rutledge, qui le dépeindrait comme un criminel violent plutôt que comme un participant coopératif. Le juge Ketchum les avait déjà signés, antidatés et prêts à être déposés si Samuel devenait un problème. Le piège était complet, construit de mensonges et de mines juridiques, prêt à se refermer sur tous les impliqués. Le 14 juin 1852, le docteur Strickland arriva à Clearwater pour procéder à ce qu'il appela des examens médicaux préliminaires. Il rencontra chaque fille en privé, les examinant avec un détachement professionnel, évitant soigneusement leurs regards. Catherine resta froide et silencieuse. Margaret posa des questions directes sur les conflits éthiques que cette situation pouvait poser. Questions qu'il éluda derrière un jargon médical. Elizabeth pleura doucement pendant tout l'examen. Strickland déclara les 3 femmes en bonne santé et capables de porter des enfants. Il remit à Edmund un rapport écrit en ce sens, le premier document d'un dossier médical qui allait devenir volumineux. Cette même semaine, Samuel fut déplacé des quartiers des esclaves vers un petit cottage près de la maison principale, auparavant utilisé comme remise à outils. Il fut nettoyé, meublé d'un lit, d'une table et d'une lampe. On lui donna des vêtements neufs et une nourriture meilleure. Les autres esclaves remarquèrent ces changements et chuchotèrent entre eux, spéculant sur la faveur spéciale accordée à Samuel et sur le rôle qu'il jouait dans les plans du maître. Les préparatifs se poursuivirent jusqu'à la fin juin. Edmund rencontra chaque fille séparément pour leur assigner des dates. Catherine passerait la première, début juillet, suivie de Margaret à la mi-juillet, puis d'Elizabeth à la fin du mois. Il décrivait ce calendrier comme s'il organisait une rotation de culture, d'un ton clinique et détaché. « Vous passerez chacune 3 nuits consécutives avec Samuel dans le cottage », ordonna Edmund. « Le docteur Strickland surveillera votre santé tout au long du processus. Si une grossesse ne résulte pas de la première tentative, nous recommencerons le mois suivant. Cela continuera jusqu'à ce que vous soyez toutes les 3 confirmées enceintes. » Les filles reçurent ces instructions dans un silence horrifié, leur résistance écrasée par les menaces et par le pouvoir absolu que leur père exerçait sur chaque aspect de leur vie. Le soir du 3 juillet, Catherine fut conduite au cottage par Edmund lui-même. Il frappa à la porte et la fit entrer sans cérémonie. Samuel se tenait près de la fenêtre, le visage figé dans la confusion et le malaise. Il s'attendait à autre chose, pas à cette jeune femme silencieuse et livide, le regard chargé de désespoir et de ressentiment. Edmund les laissa seuls, postant un contremaître nommé Virgil Haskell devant le cottage avec ordre de rester là toute la nuit. Le message était clair, personne ne partirait, personne ne s'échapperait. Ce qui se passa dans ce cottage pendant ces 3 nuits n'est pas quelque chose que nous décrirons en détail. Il suffit de dire que 2 personnes furent piégées dans une situation impossible,
contraintes à une intimité que ni l'un ni l'autre ne désiraient, tous deux victimes de la cruauté méthodique d'Edmund. Le journal de Catherine, tenu durant ces jours-là et détruit plus tard par Edmund, ne contenait apparemment qu'une seule phrase répétée encore et encore, « Que Dieu nous pardonne tous ». À la mi-août, les trois filles avaient accompli les nuits qui leur avaient été assignées avec Samuel. Le docteur Strickland venait chaque semaine pour procéder aux examens. Le 2 septembre, il confirma ce qu'Edmund attendait d'entendre. Les trois filles étaient enceintes. La réaction d'Edmund fut un triomphe satisfait. Il isola immédiatement ses filles de tout contact extérieur, expliquant aux voisins qu'elles souffraient d'un trouble délicat, nécessitant repos au lit et discrétion. Les fenêtres de leur chambre du 2e étage furent équipées de verrous placés à l'extérieur. Une nourrice, une femme réduite en esclavage nommée Penny, au service de la famille depuis des décennies, fut chargée de s'occuper d'elles à plein temps, apporter les repas, vider les pots de chambre, assurer un confort minimal, tout en veillant à ce qu'elles ne quittent jamais leur chambre sans surveillance. Samuel fut renvoyé aux travaux des champs, mais maintenu à l'écart des autres travailleurs. Son cottage resta sa résidence, rappel visible de son statut particulier. Les autres personnes réduites en esclavage l'évitaient désormais, pressentant que quelque chose n'allait pas sans pouvoir dire quoi. Il était devenu un paria, sans en comprendre la raison. Edmund passait ses journées à planifier les naissances, à concevoir des espaces de nurserie, à calculer la rapidité avec laquelle sa main-d'œuvre améliorée pourrait être développée. La nuit, il s'asseyait dans son bureau et écrivait dans son journal dissimulé, consignant chaque détail de son expérience avec l'orgueil d'un scientifique à l'aube d'une découverte majeure. Aucun d'eux, ni Edmund, ni ses filles, ni Samuel, ne se doutait que quelqu'un, à l'extérieur de Clearwater, commençait à remarquer des irrégularités. Quelqu'un qui allait bientôt menacer tout ce qu'Edmund avait bâti. L'été 1852 céda la place à l'automne et à ses transformations habituelles. Les champs de coton blanchirent, sous la récolte. Les températures passèrent de l'insupportable à simplement étouffantes, et le calendrier social du comté de Hancock reprit après la pause agricole de la fin de l'été. C'est durant cette saison de renouveau que le shérif Thomas Brennan arriva à Sparta, le chef-lieu du comté, pour prendre ses fonctions. Brennan avait 34 ans. Vétéran de la guerre américano-mexicaine, il était revenu à la vie civile avec des décorations pour bravoure et une profonde désillusion vis-à-vis de l'autorité. Il avait servi 2 ans comme adjoint du shérif à Wilmington, en Caroline du Nord, avant de postuler au poste vacant dans le comté de Hancock. Un poste devenu disponible de façon inattendue lorsque l'ancien shérif mourut d'une crise cardiaque en juillet. Les commissaires du comté avaient engagé Brennan précisément parce qu'il était un étranger. Le comté de Hancock s'était forgé une réputation de laxisme dans l'application de certaines lois, résultat d'un arrangement confortable entre riches planteurs et responsables locaux, garantissant une ingérence minimale dans les affaires des plantations. Certains commissaires souhaitaient que cette tradition perdure. D'autres, notamment une nouvelle faction de commerçants et de petits agriculteurs, réclamaient une véritable application de la loi. Brennan représentait un compromis, suffisamment expérimenté pour imposer le respect, mais assez inconnu pour éventuellement ébranler la corruption enracinée. Il arriva à Sparta le 15 septembre et s'installa dans des chambres situées au-dessus du palais de justice. Ses premières semaines furent consacrées à l'apprentissage du territoire, aux rencontres avec les adjoints hérités de son prédécesseur, à l'examen des dossiers judiciaires et des mandats en cours. Il se forgea rapidement une opinion. Le comté était riche mais profondément inégal. Une poignée de vastes plantations contrôlèrent la majorité des terres et des ressources, tandis que les petits exploitants survivaient en périphérie. L'ancien shérif visitait rarement les grandes plantations, les traitant comme des territoires quasi souverains. La formation militaire de Brennan lui avait appris à observer avant d'agir, à recueillir des renseignements avant de passer à l'action. Il observa donc et écouta, notant soigneusement quels noms revenaient sans cesse dans les conversations, quels hommes détenaient un pouvoir réel au-delà de leurs titres officiels. Le nom d'Edmund Rutledge revenait fréquemment. On parlait de lui avec un mélange de respect et de lassitude. Respect pour sa richesse et son influence. Lassitude face à quelque chose de plus difficile à définir. Lors d'une conversation dans une taverne à la fin septembre, un marchand nommé Hosea Grafton mentionna les filles Rutledge d'une manière qui capta l'attention de Brennan. « Dommage pour ces filles », dit Grafton en sirotant une bière. « J'ai entendu dire qu'elles étaient toutes tombées malades en même temps, enfermées dans cette grande maison depuis des mois.
ajouta-t-il. Quelle sorte de maladie? Demanda Brennan d'un ton détaché. Grafton haussa les épaules. Rutledge prétend que c'est un problème féminin. Besoin de repos et d'intimité. Mais c'est étrange, non? Toutes les trois en même temps. Et personne ne les a vues depuis juin. Brennan enregistra l'information sans commentaire. Cela pouvait ne rien signifier. Des maladies pouvaient frapper plusieurs membres d'une famille, et les planteurs riches protégèrent souvent leur vie privée. Mais cela lui sembla digne d'être retenu. Sa curiosité s'accrut début octobre lorsqu'il rencontra par hasard le docteur Strickland au palais de justice. Strickland venait déposer des certificats de décès. 2 esclaves d'une plantation à l'est de Sparta étaient morts de la fièvre. Une formalité administrative banale. Brennan examinait d'autres documents lorsque Strickland s'approcha du greffier. Quelque chose dans son comportement frappa Brennan. Une nervosité disproportionnée par rapport à la tâche. Lorsque Strickland partit, Brennan interrogea le greffier à son sujet. Le docteur Strickland, médecin de plusieurs plantations. Assez compétent, mais on dit qu'il a un problème de jeu. Il doit de l'argent partout à Mâcon, d'après ce que j'entends. Il vous a semblé troublé? Demanda Brennan. Le greffier réfléchit. Maintenant que vous le dites, oui, agité. Mais les médecins voient beaucoup de morts. Peut-être que ça use un homme. Brennan laissa tomber, mais l'impression persista. Un médecin nerveux lors d'une démarche routinière n'était pas en soi suspect, mais Brennan avait appris à la guerre que de petites anomalies pointaient souvent vers des problèmes plus vastes. Le lien entre Rutledge et Strickland apparut clairement à la fin octobre, lorsque Brennan, passant à cheval près de Clearwater, aperçut la voiture de Strickland sur la route principale, venant manifestement de la plantation. Sur un coup d'instinct, Brennan suivit à distance. Strickland s'arrêta devant un petit bureau à Sparta, où le juge Ketchum entretenait une pratique privée distincte de ses fonctions judiciaires. Le médecin entra et y resta près d'1 heure. Brennan attendit de l'autre côté de la rue, feignant d'examiner les fers de son cheval. Lorsque Strickland ressortit, il semblait encore plus agité, s'essuyant le visage avec un mouchoir, malgré l'air frais d'octobre. Le juge Ketchum se tenait dans l'embrasure de la porte, observant son départ avec une expression que Brennan ne parvint pas à interpréter, quelque chose entre satisfaction et avertissement. Brennan disposait désormais de 3 éléments liés entre eux. Les filles, Rutledge, mystérieusement isolée, un médecin nerveux effectuant des visites régulières à la plantation et un juge rencontrant ce médecin en privé. Pris séparément, chacun pouvait être innocent. Ensemble, ils formaient un schéma inquiétant. Il commença à poser des questions, prudemment et indirectement. Il parla avec des commerçants fournissant Clearwater, avec des agriculteurs dont les terres jouxtaient la propriété Rutledge, avec quiconque possédait des informations récentes sur la plantation. Ce qu'il apprit fut contradictoire. Certains décrivaient Rutledge comme un planteur exemplaire, ferme mais juste, prospère, sans ostentation. D'autres évoquaient des rumeurs plus sombres, des esclaves ayant tenté de fuir et dont on n'avait plus jamais entendu parler, des punitions dépassant la brutalité ordinaire, une froideur chez Rutledge frôlant la cruauté. Concernant les filles, les témoignages concordaient. Elles n'avaient pas été vues en public depuis le début du mois de juin. Plus de présence à l'église, plus de visites sociales, plus de déplacements à Sparta pour faire des achats. Tout s'était interrompu brusquement. L'explication de la maladie était acceptée par la plupart, mais quelques voix exprimèrent des doutes. Ces filles étaient en parfaite santé au printemps, confia une femme âgée à Brennan après l'office du dimanche. J'ai vu Catherine à Pâques. Elle allait très bien. Et soudain, toutes les 3 alités pendant des mois, ça ne tourne pas rond. Brennan décida qu'il devait se rendre à Clearwater en personne. Il inventa un prétexte, une enquête de routine concernant un fugitif prétendument aperçu dans la région. Le 3 novembre, il se rendit à cheval à la plantation. L'approche de Clearwater était impressionnante. Une longue allée bordée de chênes menait à une maison de plantation à 2 étages, en briques blanchies à la chaux, dotée de colonnes et de larges vérandas. Les champs s'étendaient dans toutes les directions, pour la plupart déjà récoltés. Des travailleurs brûlaient les chaumes dans des feux contrôlés, envoyant des colonnes de fumée vers le ciel gris d'automne. Un contremaître accueillit Brennan à l'entrée. Il se nommait Thaddeus Porter et se présenta sans chaleur ni hostilité. « Shérif Brennan, qu'est-ce qui vous amène à Clearwater ?» Brennan expliqua sa raison fabriquée, décrivant un esclave fugitif imaginaire provenant d'un comté voisin. Porter écouta sans expression, puis secoua la tête. « Personne ici ne correspond à cette description. Nous tenons une exploitation stricte.
Monsieur Rutledge ne tolère ni fugitifs ni esclaves en fuite sur ses terres. J'aimerais parler directement à Monsieur Rutledge, s'il est disponible, répondit Brennan. Porter hésita imperceptiblement. Monsieur Rutledge est occupé par des affaires familiales. Je peux transmettre toute question officielle. Des affaires familiales? Demanda Brennan avec une innocence feinte. Rien de grave, j'espère. Ses filles sont souffrantes. Cela requiert toute son attention. Je suis désolé de l'apprendre, dit Brennan. Peut-être pourrais-je lui présenter mes respects, offrir toute aide dont la famille pourrait avoir besoin. Ce ne sera pas nécessaire, répondit Porter fermement. Monsieur Rutledge attache beaucoup d'importance à la vie privée de sa famille en cette période difficile. Brennan acquiesça, mais ses instincts criaient désormais à l'alerte. La défensive du contremaître, le blocage soigneux de l'accès à la maison, les références vagues à la maladie, tout cela semblait répété, protecteur, calculé. Il remercia Porter et repartit à cheval, mais sans aller bien loin. Il contourna la plantation par les bois longeant la frontière orientale de Clearwater, là où le ruisseau coulait, et observa depuis un couvert d'arbres. Pendant plus d'une heure, il surveilla la plantation. Il vit les ouvriers aller et venir entre les bâtiments, la fumée s'élever de la cuisine, le rythme normal de la vie d'une plantation. Mais il remarqua aussi quelque chose d'étrange. Un petit cottage près de la maison principale, séparé des quartiers des esclaves, avec un homme posté devant. Il ne travaillait pas. Il se tenait là, immobile, observant. Sa posture était celle d'un garde. Brennan retourna à Sparta avec plus de questions que de réponses. Ce soir-là, il fit quelque chose d'inhabituel pour un shérif. Il se rendit aux archives du comté après la fermeture, utilisant les clés qui lui avaient été confiées avec sa fonction. Il passa 3 heures à la lumière d'une lampe à examiner registres fonciers, dossiers judiciaires et tout document concernant Edmund Rutledge. Ce qu'il découvrit dressait le portrait d'une acquisition méthodique et de manœuvres juridiques calculées. Rutledge avait absorbé 3 fermes voisines plus petites au cours de la dernière décennie, toujours par saisie, apparemment en accordant du crédit, puis en exigeant brutalement le remboursement. Il avait été impliqué dans plusieurs procès, tous tranchés en sa faveur, souvent sous la présidence du juge Ketchum. Les registres de vente d'esclaves, de vente de coton et de paiement d'impôts étaient méticuleusement tenus. Puis Brennan trouva quelque chose qui le fit s'arrêter net. Un transfert de propriété daté du 10 septembre 1852, enregistré mais non encore exécuté. Il cédait 20 acres de terre près de la frontière du Tennessee de Rutledge à Samuel Friedman. Le document était signé par Rutledge et contresigné par le juge Ketchum, mais marqué comme conditionnel, soumis à l'exécution de termes à déterminer. Une promesse de terre faite à un esclave. C'était déjà inhabituel. Mais le moment, septembre, juste après le début de l'isolement des filles, suggérait un lien. L'esprit de Brennan s'emballa. Quel terme? Qu'avait fait ou accepté de faire ce Samuel? Il ne trouva aucune autre mention de Samuel dans les registres. Aucun acte d'achat, ce qui suggérait qu'il était né sur la plantation. Brennan prit des notes précises et remit les documents à leur place. Au cours des 2 semaines suivantes, Brennan enquêta discrètement sur le juge Ketchum. Il apprit que celui-ci était riche bien au-delà de son salaire judiciaire, avec des investissements dans plusieurs plantations, dont Clearwater. Il apprit que Ketchum avait la réputation de statuer en faveur des planteurs dans pratiquement tous les litiges impliquant des esclaves ou de la main-d'œuvre. Il apprit que Ketchum et Rutledge dînaient régulièrement ensemble, et que leur relation dépassait la simple courtoisie professionnelle pour relever d'un véritable partenariat. Le 20 novembre, Brennan reçut une information qui cristallisa ses soupçons. Un fermier nommé Amos Pruitt se présenta à son bureau, chapeau à la main, visiblement nerveux. « Shérif, je ne sais pas si c'est important, mais je crois qu'il se passe quelque chose de mal à Clearwater. » Brennan l'invita à s'asseoir. « Dites-moi ce que vous avez vu. » Puis expliqua que sa ferme jouxtait la limite nord de Clearwater. Fin octobre, alors qu'il chassait le cerf près de la frontière des propriétés, il avait entendu un cri, une voix de femme provenant de la direction de la maison principale. Ce n'était pas exactement un cri de peur, mais de douleur ou de détresse. Cela n'avait duré que quelques secondes avant de s'interrompre brutalement. « J'ai pensé aller voir, » dit Pruitt. « Mais Rutledge n'aime pas qu'on empiète sur ses terres. Et je me suis dit que c'était peut-être une esclave qu'on punissait. Ses affaires, pas les miennes. »« Mais vous ne pensez pas que c'était une esclave, » dit Brennan, puis secoua lentement la tête. Ce cri ne ressemblait à aucune femme noire que j'ai jamais entendue. Ça sonnait éduqué, raffiné.
comme l'une des filles Rutledge. Une certitude glacée s'installa en Brennan. Quelque chose n'allait profondément pas à Clearwater, quelque chose impliquant ces filles isolées. Mais quoi? Et comment enquêter sans preuve, sans autorité suffisante pour perquisitionner la demeure d'un citoyen influent? Il lui fallait plus d'informations, idéalement venant de quelqu'un à l'intérieur de la plantation. Cela signifiait trouver un esclave prêt à parler. Une entreprise dangereuse en Géorgie, où les esclaves risquaient des punitions brutales pour avoir parlé contre leur maître, et où les shérifs se montraient souvent plus loyaux envers les planteurs qu'envers la justice. Brennan commença à fréquenter le marché de Sparta le samedi, lorsque certaines plantations autorisaient les esclaves à vendre de petits biens ou des produits de leur jardin personnel. Il observait attentivement, espérant trouver quelqu'un de Clearwater avec qui parler discrètement. Le 7 décembre, sa patience fut récompensée. Il vit une femme noire âgée vendre des œufs et entendit une cliente mentionner qu'elle venait de Clearwater. Brennan attendit qu'elle soit seule, puis s'approcha avec une désinvolture calculée. « Ces œufs ont l'air frais, dit-il. J'en prends une douzaine. » Pendant qu'elle les comptait dans son panier, il parla à voix basse, sans la regarder. « Je suis le shérif Brennan. Je m'inquiète pour les filles Rutledge. Sont-elles vraiment malades ?» Les mains de la femme se figèrent un bref instant. Quand elle répondit, sa voix était à peine audible. « Je ne peux pas dire, monsieur. Je ne les vois pas beaucoup. Mais vous les avez vues. Elles sont vivantes. » Un silence. Puis, presque imperceptiblement, elle hocha la tête. Sont-elles maltraitées, retenues contre leur volonté? La femme termina de compter les œufs, le visage impassible. Mais en lui tendant le panier, elle se pencha légèrement et murmura 3 mots. Les nuits du cottage de Samuel. Puis, elle s'éloigna rapidement, annonçant ses prix aux autres clients, laissant Brennan immobile avec son panier d'œufs, et une phrase qui signifiait tout et rien à la fois. Décembre apporta des pluies froides et la réalité grandissante de 3 femmes enceintes, confinées dans leurs chambres à Clearwater. Le docteur Strickland effectuait des visites hebdomadaires, documentant chaque grossesse avec un détachement clinique, dissimulant à peine son malaise moral. Les 3 femmes étaient en bonne santé. Les grossesses évoluaient normalement. Les accouchements prévus pour fin mars ou début avril. La satisfaction d'Edmund grandissait à chaque rapport positif. Il passait des heures à organiser les nurseries, à sélectionner des femmes esclaves comme nourrices, à concevoir un programme éducatif pour les enfants qui commencerait dès l'âge de 4 ans. Dans son esprit, l'expérience était une réussite parfaite. Samuel, en revanche, se désagrégeait intérieurement. La promesse de liberté qu'il avait soutenue durant l'été semblait désormais creuse. Renvoyé au champ en septembre, il restait isolé des autres esclaves, logé dans son cottage, ni accepté par la communauté asservie, ni par les contremaîtres blancs. Il existait dans un espace liminal, attendant une libération promise, qui semblait reculer chaque semaine. À la mi-décembre, poussé par le désespoir, il commit une erreur. Il aborda Edmund directement, alors que celui-ci inspectait les granges de stockage du coton, lui demandant quand ses papiers de liberté seraient préparés. Le visage d'Edmund s'assombrit. L'accord précisait « après la naissance et le sevrage des enfants ». Cela signifie au moins 1 an après la naissance. Tu recevras ta liberté en 1854, pas avant. Mais le papier que vous m'avez montré disait... Le papier disait « à l'achèvement des termes », l'interrompit Edmund froidement. Et c'est moi qui détermine quand les termes sont remplis. Tu ferais bien de te souvenir de ta place ici, Samuel. Tu es toujours ma propriété, et tu le resteras jusqu'à ce que j'en décide autrement. Samuel sentit le piège se refermer. La promesse avait été volontairement vague, conçue pour obtenir sa coopération sans lier Edmund à aucun calendrier. La liberté pouvait être repoussée indéfiniment. Cette nuit-là, Samuel resta assis dans son cottage, envisageant la fuite. Les esclaves s'enfuyaient régulièrement, même si peu réussissaient. Le nord était à des centaines de kilomètres. Les patrouilles surveillaient chaque route, et un homme de sa stature serait immédiatement remarqué. Mais rester signifiait voir les mensonges d'Edmund s'accumuler, rester en esclavage, tandis que ses enfants grandiraient comme une propriété. Il pesait encore ses choix impossibles lorsqu'il entendit un coup discret à sa porte. Il ouvrit et découvrit le shérif Brennan, seul dans l'obscurité, son insigne dissimulé sous son manteau. « Nous devons parler », dit Brennan à voix basse, « et nous n'avons pas beaucoup de temps. » Le premier réflexe de Samuel fut la peur. Edmund avait-il envoyé le shérif pour l'arrêter sous un faux prétexte? Mais quelque chose dans la posture de Brennan suggérait le contraire.
Ce n'était pas une visite officielle. « À propos de quoi ?» demanda Samuel, épuisé. « À propos de ce qui se passe dans cette maison, à propos de ses filles, à propos de l'arrangement qu'Edmund Rutledge vous a imposé à tous. » Le cœur de Samuel s'emballa. Jusqu'où ce shérif blanc était-il au courant? Que pouvait-il dire sans danger? Parler contre son maître aux autorités signifiait généralement des châtiments sévères, voire la mort. Mais Samuel vit quelque chose dans les yeux de Brennan. Pas l'évaluation froide habituelle d'un homme de loi blanc, mais une inquiétude sincère. « Je ne peux pas… » commença Samuel. « Je sais que vous êtes en danger, » l'interrompit Brennan. « Je sais que Rutledge vous a promis la liberté, et je sais qu'il ment. J'ai vu l'acte de transfert de terre. Il est conditionnel, ce qui signifie qu'il peut l'annuler à tout moment. Vous ne serez jamais libre à moins que quelqu'un n'intervienne. » Samuel resta silencieux, déchiré entre l'espoir et la méfiance. Brennan poursuivit avec urgence. « J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. J'ai besoin de preuves. Si Rutledge a contraint ces femmes à ce qui se passe ici, c'est illégal, même selon la loi de Géorgie. Si je peux le prouver, je peux l'arrêter. Mais j'ai besoin de votre témoignage. » « Mon témoignage ?» Le rire de Samuel fut amer. « Je suis un esclave. Ma parole ne vaut rien devant un tribunal. Elle vaut quelque chose pour moi, » répondit Brennan. « Et si je peux obtenir une corroboration de la part des filles elles-mêmes ou d'autres personnes, alors ensemble, cela pourrait suffire. Mais j'ai d'abord besoin de la vérité. » Samuel regarda ce shérif blanc qui risquait sa fonction, peut-être sa vie, pour enquêter sur un planteur influent. Cela semblait impossible, trop beau pour être vrai. Mais quel autre choix avait-il? Se taire et rester esclave à jamais, ou parler, et peut-être, juste peut-être, trouver justice. Il prit sa décision. Pendant l'heure suivante, chuchotant dans l'obscurité du cottage, Samuel raconta tout à Brennan. La convention d'Atlanta et l'obsession d'Edmund pour l'hérédité, les fausses promesses de liberté, les arrangements forcés avec les filles, l'implication du juge Ketchum et du docteur Strickland, l'isolement des femmes, absolument tout. Brennan écoutait, l'horreur grandissante en lui. Ce n'était pas seulement un abus d'esclave, ce qui, à lui seul, l'aurait profondément troublé. C'était la violation systématique des propres filles d'Edmund, une conspiration documentée, impliquant des officiers de justice, des structures juridiques complexes, destinées à dissimuler des actes monstrueux. « Je dois parler aux filles », dit Brennan lorsque Samuel eut terminé. « Je dois les entendre directement. »« Elles sont enfermées dans leur chambre, » répondit Samuel. « Edmund contrôle tout. Les seules personnes qui les voient sont la nourrice Penny et le docteur Strickland. Alors je dois parler à Penny. Elle a peur d'Edmund. Elle ne vous parlera pas. » Brennan réfléchit. « Et Strickland? C'est le maillon faible. Il est payé pour se taire, mais il n'est pas membre des forces de l'ordre. Il n'a pas la protection de Ketchum. Si je fais pression sur lui, il pourrait céder. » Ils parlèrent jusqu'à près de minuit, élaborant un plan. Il était risqué pour l'un comme pour l'autre. Si Edmund découvrait l'enquête de Brennan, il pourrait utiliser ses relations politiques pour faire destituer le shérif. Si Edmund découvrait la coopération de Samuel, la punition serait rapide et brutale. Mais les deux hommes arrivèrent à la même conclusion. Ne rien faire garantissait la poursuite de l'horreur. Brennan quitta le cottage juste avant l'aube, traversant les bois plutôt que d'emprunter la route principale. Il retourna à Sparta et passa la journée à se préparer. Il lui fallait un moyen de pression sur Strickland, quelque chose pour forcer sa coopération. La réponse vint des registres financiers. Brennan visita 3 banques, prétextant des enquêtes officielles sans lien, et apprit que les dettes de Strickland avaient bien été réglées en septembre. Des sommes importantes avaient été effacées en une seule fois. Les paiements provenaient d'un compte lié à Edmund Rutledge. Cela établissait un lien financier entre Rutledge et Strickland. Pas nécessairement une preuve criminelle en soi, mais un point de départ. Le 22 décembre, Brennan se rendit au domicile de Strickland à Augusta, arrivant sans prévenir en début de soirée. Strickland ouvrit lui-même la porte. Son visage pâlit lorsqu'il aperçut l'insigne du shérif. « Docteur Strickland, je dois vous parler de votre travail médical à la plantation Clearwater. C'est confidentiel. Le secret médical. » « Le secret médical ne protège pas une conspiration criminelle, » l'interrompit Brennan. « Et j'ai des preuves que vous êtes payé par Edmund Rutledge pour documenter des actes qui violent la loi de Géorgie. » Le visage de Strickland passa du pâle au livide. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pense que si. Je pense qu'Edmund Rutledge a réglé vos dettes de jeu en échange de votre silence sur ce qu'il a fait à ses filles.
Je pense que vous avez documenté des grossesses forcées en les présentant comme volontaires. Et je pense que vous êtes terrifiés par ce qui se passera quand tout cela sera rendu public. » Ils restèrent dans l'embrasure de la porte, le vent froid de décembre tourbillonnant autour d'eux. Les mains de Strickland tremblaient. « Si vous coopérez avec mon enquête, » dit Brennan doucement, « je peux vous offrir une protection. Si vous refusez, vous serez poursuivi comme complice lorsque tout cela éclatera. Et cela éclatera, docteur, je vous le promets. » La résistance de Strickland s'effondra. « Entrez. Nous ne devrions pas parler ici. » La confession du docteur Strickland dura 3 heures et remplit une douzaine de pages dans le carnet de Brennan. Il décrivit l'approche initiale d'Edmund en mai, les promesses de paiement, les examens des filles, qui étaient clairement des participantes non consentantes. Il détailla les visites mensuelles durant les grossesses, la documentation médicale falsifiée pour faire croire à un consentement inexistant. Il admit son rôle dans la création d'une trace écrite destinée à protéger Edmund de toute poursuite. « Il m'a montré des documents juridiques, » dit Strickland d'une voix creuse. « Des papiers qui accuseraient Samuel d'agression si des questions se posaient un jour. Le juge Ketchum les avait déjà signés. Tout était conçu pour être inéluctable. Si les filles parlaient, Edmund pouvait prétendre qu'elles mentaient pour protéger leur agresseur. Si Samuel tentait de partir, il serait traqué comme fugitif et violeur. C'était parfait. Horrible, mais parfait. « Avez-vous des copies de ces documents ?» demanda Brennan. « Non. Edmund garde tout sous clé dans son bureau. Mais je les ai vus. Des affidavits sous serment, présignés par les filles, affirmant que Samuel les avait attaqués. Des rapports médicaux que j'étais censé avoir rédigés, décrivant des blessures compatibles avec une agression. Des blessures qui n'ont jamais existé. Tout ce qu'il fallait pour inverser le récit si nécessaire. » Brennan se sentit physiquement malade. Edmund avait bâti une forteresse juridique autour de son crime, rendant toute poursuite presque impossible. Et le juge Ketchum? Quel est exactement son rôle? Il a conseillé Edmund sur le cadre juridique. Il signera n'importe quel document dont Edmund a besoin. Et il est prêt à faire interner les filles à l'asile, si elles tentent de témoigner contre leur père. Il me l'a dit clairement. Il disait que c'était la garantie au cas où elles deviendraient gênantes. C'était pire que ce que Brennan avait imaginé. Un juge en exercice conspirant activement pour faire emprisonner des témoins potentiels afin d'empêcher leur témoignage. « J'ai besoin que vous mettiez par écrit tout ce que vous venez de me dire, » dit Brennan. « Que vous le signiez et le fassiez notarier. »« Edmund me tuera, » murmura Strickland. « Ou il fera en sorte que je sois tué. Vous ne comprenez pas le pouvoir qu'il a. »« Je le comprends parfaitement, » répondit Brennan. « C'est précisément pour cela que nous devons agir vite. Une fois votre déclaration en main, je me rendrai auprès du procureur général de l'État à Milledgeville. Cela dépasse désormais la compétence du comté. Il faut une intervention de l'État. » Strickland passa le reste de la nuit à rédiger sa confession. Au matin, Brennan tenait un document signé et notarié par un médecin agréé, reconnaissant une conspiration et détaillant l'ensemble du plan d'Edmund. Ce n'était pas suffisant, à lui seul, pour condamner Edmund. Il fallait encore le témoignage des filles et la corroboration de Samuel. Mais c'était un début. Brennan chevaucha sans relâche jusqu'à Milledgeville, atteignant la capitale la veille de Noël. Le bureau du procureur général était fermé pour les fêtes, mais Brennan retrouva le procureur général lui-même, un homme nommé Harrison Vance, à son domicile. Vance fut d'abord irrité par l'interruption, mais à mesure qu'il lisait la confession de Strickland, son expression passa à la stupeur. « C'est extraordinaire, » dit Vance. « Si c'est vrai, cela constitue une conspiration criminelle impliquant plusieurs officiers de justice. Le juge Ketchum, à lui seul. Mon Dieu, un juge en exercice conspirant pour commettre une fausse détention. J'ai le témoignage de l'esclave Samuel confirmant tout, » dit Brennan. « Et je pense que les filles témoigneront une fois protégées de leur père. Mais j'ai besoin de l'autorité nécessaire pour les retirer de cette plantation et arrêter Edmund Rutledge avant qu'il ne découvre l'enquête. » Vance relut le document, son esprit juridique évaluant les preuves et les questions de compétence. « C'est compliqué. Les victimes sont des femmes blanches, ce qui rendrait normalement les poursuites simples. Mais ce sont des filles célibataires sous l'autorité légale de leur père. Certains soutiendront qu'il a le droit d'organiser leur mariage ou leur reproduction, comme il l'entend, surtout s'il prétend qu'elles ont consenti. « Elles n'ont pas consenti, » dit Brennan sans détour. « Elles ont été menacées d'internement si elles refusaient. Je vous crois, mais le prouver nécessite leur témoignage. Et si Ketchum parvient à les faire déclarer incapables avant qu'elles ne témoignent, nous perdons l'affaire. Nous devons agir simultanément.
mettre les femmes en sécurité, arrêter Rutledge et placer Ketchum en détention, le tout en même temps. Si l'un d'eux est averti, ils peuvent détruire des preuves ou réduire des témoins au silence. Ils passèrent les 2 jours suivants à planifier l'opération. Vance rédigea les mandats d'arrêt et les ordonnances de mise sous protection. Il recruta 3 marshals de l'État pour assister Brennan. Des documents juridiques furent préparés afin de suspendre temporairement le juge Ketchum de ses fonctions, dans l'attente de l'enquête. Tout devait se dérouler simultanément le 27 décembre. Mais quelqu'un avait remarqué l'enquête de Brennan. Quelqu'un observait. Le 26 décembre, Edmund Rutledge reçut un visiteur, un greffier du bureau du procureur général nommé Wallace Dunor, un homme qui complétait son maigre salaire gouvernemental en vendant des informations à des parties intéressées. Dunor avait vu les mandats en préparation, avait lu la confession de Strickland lorsqu'elle avait été déposée et avait immédiatement reconnu une opportunité. Il se rendit à Clearwater et fut introduit dans le bureau d'Edmund, où il lui révéla tout ce qu'il savait. L'enquête de Brennan, la trahison de Strickland, les arrestations prévues pour le lendemain. Le visage d'Edmund demeura calme, mais son esprit s'emballa dans un calcul meurtrier. Il paya Dunor $200 pour l'information et le congédia. Puis il fit appeler Virgil Haskell, son contremaître le plus loyal. « Nous avons un problème à régler », dit Edmund d'une voix calme. À l'aube du 27 décembre, le shérif Brennan quitta Milledgeville avant le lever du jour, accompagné de 3 marshals de l'État. Leur plan était d'atteindre Clearwater en milieu de matinée, de signifier les mandats et de placer Edmund Rutledge en détention avant l'après-midi. Brennan ressentait un optimisme prudent. Ils avaient des preuves, ils avaient l'autorité, et ils avaient l'effet de surprise. Ils perdirent cet avantage à 10 miles de Sparta. Un arbre avait été abattu en travers de la route, bloquant le passage. Lorsque les cavaliers ralentirent, des coups de feu éclatèrent depuis les bois de chaque côté. Un marshal tomba immédiatement, touché en pleine poitrine. Le cheval d'un autre s'affola et le désarçonna. Brennan dégaina son revolver et riposta, mais l'embuscade était trop bien préparée. En quelques secondes, les 4 hommes de loi étaient cloués au sol derrière leurs chevaux abattus, cherchant refuge, tandis que les balles fendaient l'air du matin. L'attaque dura moins de 5 minutes. Lorsqu'elle cessa, 2 marshals étaient morts, un autre gravement blessé, et Brennan avait reçu une balle dans l'épaule gauche. Les assaillants, au moins 6 hommes, tous masqués, disparurent dans les bois sans jamais être clairement identifiés. Brennan sut immédiatement que c'était l'œuvre d'Edmund. Quelque part, il avait été averti. Cela signifiait que tout était compromis. L'arrestation, la protection des filles, tout. Il parvint à hisser le marshal blessé sur un cheval et à regagner péniblement Sparta, laissant les morts là où ils étaient tombés. Il se rendit directement chez le médecin, où son épaule fut bandée et où l'autre marshal fut déclaré irrécupérable. L'homme mourut dans l'après-midi. Le soir venu, lorsque Brennan retrouva suffisamment de lucidité pour réfléchir, il comprit qu'Edmund était probablement en train de détruire des preuves et de préparer sa défense. Les filles étaient en danger immédiat. Si Edmund les considérait comme une menace, il pouvait les tuer et prétendre qu'elles étaient mortes en couches. Samuel courait un danger encore plus grand. Il pouvait être tué et son corps dissimulé, éliminant ainsi le témoin clé. Malgré sa blessure, malgré l'absence de soutien officiel, Brennan savait qu'il devait agir immédiatement. Il recruta 4 hommes armés à Sparta, des fermiers et des commerçants qui avaient entendu parler de l'embuscade et étaient indignés qu'un shérif ait été attaqué sur une route publique. Ils n'étaient pas des forces de l'ordre entraînées, mais ils étaient en colère et armés, et cela devrait suffire. Au coucher du soleil, ils prirent la route de Clearwater. Pendant ce temps, Edmund mettait en œuvre son plan de secours. Dès l'instant où Dunor l'avait averti, il avait compris que la situation était irrécupérable. L'enquête continuerait malgré l'embuscade. Il ne pouvait pas l'arrêter, mais il pouvait contrôler le récit. Il fit appeler le juge Ketchum à la plantation. Le juge arriva dans l'heure et les 2 hommes se retrouvèrent dans le bureau d'Edmund. « Nous devons activer l'assurance », dit Edmund. « Les documents déclarant les filles mentalement incapables. Déposez-les ce soir. » Ce soir, Ketchum semblait hésitant. « Edmund, il y a eu une attaque contre des marshals de l'État. Si nous déposons quoi que ce soit maintenant, cela paraîtra suspect. Cela ressemblera à un père protégeant ses filles d'un traumatisme supplémentaire. » coupa Edmund. « Elles ont été violées par un esclave. Cet esclave est sur le point d'être arrêté et exécuté.
Dans leur état mental fragile, elles ne peuvent être soumises à un interrogatoire ou à un témoignage. Nous les protégeons. Voilà l'histoire. Et Samuel? Le sourire d'Edmund était glacial. Samuel a tenté de s'enfuir. Il a été abattu en fuyant. Son corps sera retrouvé dans les bois demain matin. Le juge devint livide. Tu vas le tuer. Je vais éliminer un problème. Es-tu avec moi ou contre moi, Horus? Parce que si tu es contre moi, tu es exposé toi aussi. La confession de Strickland t'implique directement. Le juge était piégé, et il le savait. Que veux-tu de moi? Signe les déclarations d'incompétence. Dépose-les auprès du greffier ce soir. Je le paierai pour les antidater à la semaine dernière, avant le début officiel de l'enquête de Brennan. Puis rentre chez toi et attends. Quand tout sera terminé, toi et moi irons bien. Notre version est inattaquable. Ketchum hocha la tête à contre-cœur et repartit avec les documents. Edmund alla ensuite trouver Virgil Haskell. Prends Samuel. Amène-le au ruisseau, au grand coude au-delà du champ est. Fais croire qu'il tentait de traverser et qu'il s'est noyé. Maintiens-le sous l'eau s'il le faut, mais assure-toi qu'il est mort. Je veux que le corps soit retrouvé, mais pas immédiatement. Attends 2 ou 3 jours. Haskell, qui exécutait les ordres d'Edmund depuis 15 ans et avait cessé depuis longtemps de les questionner, acquiesça simplement. 1 heure plus tard, à la nuit tombée, Haskell et 2 autres hommes se rendirent au cottage de Samuel. Ils lui dirent qu'Edmund souhaitait le voir d'urgence. Samuel, sentant que quelque chose n'allait pas mais n'ayant pas le choix, les suivit. Ils marchèrent vers les champs de l'Est, prétendument en direction de la maison principale. Mais au niveau du ruisseau, Haskell saisit soudain Samuel par derrière. Les 2 autres hommes se jetèrent sur lui. Samuel était fort, mais 3 contre 1 ne lui laissèrent que peu de chance. Ils le traînèrent vers l'eau. Samuel se débattit désespérément, comprenant qu'il s'agissait d'une exécution, pas d'une arrestation. Il parvint à se libérer brièvement et tenta de fuir. Mais l'un des hommes le plaqua au bord du ruisseau. Ils le tirèrent dans l'eau, lui enfonçant la tête sous la surface. L'eau était glaciale en ce mois de décembre, et le courant puissant. Samuel se débattit, ses poumons brûlants, l'obscurité gagnant. Il pensa à la liberté promise, au mensonge qui l'avait conduit là. Il pensa aux 3 femmes dans cette maison, enceintes d'enfants condamnés à naître esclaves à cause de l'expérience monstrueuse d'Edmund. Puis, alors que sa conscience s'évanouissait, il entendit un coup de feu. Haskell le lâcha brusquement. La tête de Samuel émergea de l'eau et il aspira l'air, toussant et suffocant. D'autres coups de feu retentirent, accompagnés de cris. À travers sa vision trouble, il distingua des silhouettes à cheval. Le shérif Brennan et 4 hommes armés, leurs armes braquées. Un des contremaîtres d'Edmund était à terre, touché à la jambe. Un autre avait les mains levées en signe de reddition. Haskell courait vers les bois lorsqu'un des hommes de Brennan tira. Haskell s'effondra, se tenant le flanc. Brennan mit pied à terre maladroitement, le bras gauche en écharpe, et entra dans le ruisseau pour tirer Samuel hors de l'eau. « Ça va » Samuel ne pouvait pas parler. Il se contenta de hocher la tête, haletant sur la berge. « On en finit avec ça » dit Brennan. Ce soir, ils laissèrent 2 hommes pour garder les contremaîtres capturés et galopèrent vers la maison principale. Edmund les vit arriver et barra la porte d'entrée, mais les hommes de Brennan la défoncèrent à coups de hache. Ils trouvèrent Edmund dans son bureau, assis calmement à son bureau, comme s'il recevait des invités attendus. « Shérif Brennan, » dit Edmund d'un ton froid, « c'est une intrusion illégale. Je vous ferai destituer. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, tentative de meurtre et séquestration de vos filles, » répondit Brennan. « Où sont-elles? Mes filles sont malades et ne peuvent être dérangées. Le juge Ketchum a signé des ordonnances les déclarant inaptes à témoigner. Toute tentative de les interroger est légalement interdite. Ces ordonnances sont nulles, répondit Brennan, sans en être totalement certain. Où sont-elles? Edmund sourit. Je ne vous le dirai pas, et vous ne pouvez pas fouiller ma maison sans motif. La loi de Géorgie est très claire sur les droits de propriété. Samuel, encore trempé par l'eau du ruisseau, s'avança. 2e étage, elle est. 3 chambres côte à côte, toutes verrouillées de l'extérieur. Le sourire d'Edmund disparut. « Tu n'as aucune autorité ici, esclave. »« C'est mon témoin, » répondit Brennan. « Et vous êtes en état d'arrestation. » 2 hommes restèrent pour maîtriser Edmund, pendant que Brennan et Samuel montaient l'escalier. Ils trouvèrent les 3 portes, chacune munie d'un lourd verrou à l'extérieur.
Brennan les ouvrit une à une. Catherine, Margaret et Elizabeth Rutledge étaient assises dans leurs chambres respectives, toutes lourdement enceintes, fixant l'irruption soudaine avec un mélange d'espoir et de terreur. Catherine parla la première, sa voix rauque après des mois de silence. « Êtes-vous ici pour nous aider ?»« Oui, » répondit Brennan. « Je suis le shérif Thomas Brennan. Vous êtes en sécurité maintenant. Votre père est en état d'arrestation. » Les trois femmes se mirent à pleurer, non pas de tristesse, mais d'un soulagement écrasant après 7 mois de captivité. Le procès d'Edmund Rutledge s'ouvrit le 14 février 1853 devant la cour d'État de Géorgie à Milledgeville. Le lieu avait été déplacé hors du comté de Hancock en raison des craintes de partialité locale et de l'influence du juge Ketchum. Ketchum lui-même avait été suspendu de ses fonctions et faisait face à des accusations distinctes de conspiration et de corruption judiciaire. L'accusation présenta la confession de Strickland, le témoignage de Samuel et, plus accablantes encore, les déclarations détaillées de Catherine, Margaret et Elizabeth Rutledge, décrivant les menaces de leur père, leur isolement forcé et la nature méthodique de son plan. La défense soutint qu'Edmund cherchait à préserver l'héritage familial par des moyens non conventionnels, mais non illégaux, que ses filles avaient initialement consenti avant de regretter leur décision, et que Samuel était un participant volontaire ayant accepté la liberté en échange de sa coopération. Le procès dura 9 jours. L'opinion publique était divisée. Certains voyaient Edmund comme un monstre ayant violé ses propres filles. D'autres comme un père désespéré tentant de préserver son héritage dans un monde imparfait. Le fait que les victimes soient des femmes blanches rendit les poursuites possibles. S'il avait fait la même chose à des femmes réduites en esclavage, aucun procès n'aurait eu lieu. Le 23 février, le jury rendit un verdict de culpabilité pour séquestration et conspiration. Edmund fut acquitté des accusations de tentative de meurtre, le jury estimant qu'il n'existait pas de preuves suffisantes démontrant qu'il avait personnellement ordonné l'embuscade contre Brennan ou la tentative de noyade de Samuel. La défense soutint avec succès que les contremaîtres avaient agi de leur propre initiative. Edmund fut condamné à 12 ans de prison d'État. Le juge Ketchum fut reconnu coupable de faute judiciaire et de conspiration. Il écopa de 8 ans de prison et fut radié définitivement du barreau. Le docteur Strickland, qui avait pleinement coopéré avec l'accusation, reçut une peine avec sursis et vit sa licence médicale révoquée en Géorgie. Il s'installa en Alabama et exerça sous un autre nom. Les 3 filles Rutledge donnèrent naissance à leurs enfants à la fin mars et au début avril 1853. 2 garçons et une fille, tous en bonne santé. Le fils de Catherine fut nommé Thomas, en l'honneur du shérif qui les avait sauvés. La fille de Margaret fut nommée Hope. Le fils d'Elizabeth reçut le prénom de Samuel. Les filles furent confrontées à un choix douloureux. Garder des enfants nés du traumatisme ou les confier à d'autres. Après de longues délibérations, elles décidèrent de les garder. Les enfants étaient métis en Géorgie, ce qui signifiait des perspectives limitées et une discrimination constante. Mais ils étaient aussi innocents des crimes de leur grand-père. Les filles vendirent Clearwater. Personne ne souhaitait conserver la plantation après tout ce qui s'y était produit. Elles déménagèrent ensemble à Charleston, où elles vécurent discrètement, se soutenant mutuellement et élevant les enfants comme une famille collective. Elles ne se marièrent jamais. Les enfants grandirent en connaissant leurs origines, conscients de la vérité complexe de leur existence. Samuel obtint sa liberté ainsi qu'une compensation financière provenant de la vente des actifs de Clearwater. Il s'installa dans l'Ohio, où il travailla comme charpentier et vécut paisiblement jusqu'à sa mort en 1891. Il ne parla jamais publiquement de ce qui s'était passé à Clearwater, mais conserva le faux acte de propriété qu'Edmund lui avait remis, comme un rappel que les promesses des hommes puissants pouvaient être des armes autant que des dons. Le shérif Thomas Brennan servit encore 10 ans comme shérif du comté de Hancock avant de prendre sa retraite. Son enquête sur Edmund Rutledge le rendit brièvement célèbre, mais il trouva cette attention inconfortable. Il avait simplement fait ce que tout homme de loi devrait faire, protéger les victimes et poursuivre les criminels, quel que soit leur rang social. Le fait que cela soit considéré comme exceptionnel en disait plus long sur le système judiciaire de la Géorgie que sur son propre caractère. Edmund Rutledge mourut en prison en 1859 d'une pneumonie. Il n'exprima jamais le moindre remords. Dans sa dernière lettre à Catherine, il écrivit «
J'ai fait ce qui était nécessaire pour préserver notre famille. L'histoire me jugera plus favorablement que ce tribunal corrompu. Catherine brûla la lettre sans répondre. L'affaire resta controversée pendant des décennies. Certains historiens affirmèrent plus tard qu'elle représentait les limites du pouvoir patriarcal, enfin contenu par la loi. D'autres soulignèrent que des abus similaires se poursuivaient dans les plantations du Sud, sans poursuite ni signalement, parce que les victimes étaient réduites en esclavage et n'avaient aucun accès à la justice. Le crime d'Edmund, soutenait-il, n'était pas unique. Seule sa poursuite l'était. Les 3 enfants grandirent et finirent par s'intégrer, autant que possible pour des personnes métisses, à la société du Nord au XIXe siècle. Thomas Rutledge devint enseignant dans l'Ohio. Hope Rutledge épousa un marchand noir libre et s'installa à Philadelphie. Samuel Rutledge devint pasteur et militant des droits civiques, consacrant sa vie à combattre le système même qu'il avait engendré. La plantation Clearwater fut finalement morcelée et vendue à plusieurs acheteurs. La maison principale resta vide pendant des années avant de brûler en 1867. Certains parlèrent d'un incendie criminel, d'autres d'un coup de foudre. Quoi qu'il en soit, personne ne pleura sa destruction. La terre retourna à l'agriculture. L'histoire sombre fut peu à peu oubliée par tous, sauf par ceux dont la vie avait été brisée par l'ambition d'Edmund. Aujourd'hui, si vous visitez le comté de Hancock et interrogez les habitants sur l'affaire Rutledge, vous constaterez que la plupart n'en ont jamais entendu parler. Les archives existent dans les dossiers de l'État, enfouis parmi des milliers d'autres affaires judiciaires de cette époque. Mais cette histoire rappelle comment le pouvoir, lorsqu'il n'est ni contrôlé ni remis en question, peut transformer une cruauté ordinaire en horreur systématique. Elle montre comment les institutions, tribunaux, médecins, gouvernements locaux peuvent devenir complices du mal lorsqu'elles privilégient la richesse et le statut au détriment de la justice. Edmund Rutledge croyait bâtir un héritage. Il a détruit sa famille et exposé la corruption qui rendait ses crimes possibles. Son nom, qu'il voulait désespérément préserver, devint synonyme de monstruosité. Sa grande expérience en hérédité ne produisit que traumatisme et perte. Peut-être est-ce là la véritable leçon de Clearwater. Certains héritages méritent de disparaître, et les personnes que nous asservissons, par des chaînes ou par le sang, seront toujours celles qui raconteront la véritable histoire de ce que nous étions. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout ce qu'Edmund Rutledge a fait a été entièrement révélé? Ou pourrait-il y avoir eu des secrets encore plus sombres enfouis à Clearwater? Laissez un commentaire avec votre opinion. Et si vous avez apprécié ce récit et souhaitez découvrir d'autres histoires d'horreur historique, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aux recoins les plus sombres de l'histoire américaine. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, le passé n'est jamais aussi lointain que nous aimerions le croire.